Alors, dans le contexte, les buts du plan communal de mobilité, Madame Dejar en a déjà parlé. On va également évoquer des notions d'enjeux. On va parler ensuite de mesures plutôt dédiées à une réduction de la demande de mobilité, avant d'aborder, comme on l'a dit, plutôt sur le principe stop, d'abord par les vélos, puis ensuite des aspects de stationnement, et enfin de maîtrise des vitesses, avec une mesure qui est une esquisse sur du plus long terme, mais qui nous paraissait important d'évoquer sommairement avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez voir vers quoi on va en termes de tendance. Vous verrez d'ailleurs que dans le fameux onglet discuter, Madame Deja vient de rajouter les modalités pour réagir à tête reposée si vous souhaitez adresser un courrier, un email à la ville. Alors, je ne m'appesantis pas trop sur cette slide. Donc, ça, c'est la vision, pardon, les règles du jeu que nous impose la région wallonne, qui nous demande d'avoir, par rapport aux parts de déplacement faits par les différents modes en 2017, une évolution assez significative pour 2030. Vous voyez que la part en rouge de la voiture individuelle, en tant que conducteur ou en tant que passager, passerait de 83% à peu près 60%. Ici, on parle non seulement du mode, la voiture, mais également des kilomètres utilisés par ce mode, parce que clairement, la voiture permet d'aller plus loin que la marche à pied, par exemple. Donc, on combine ces deux éléments pour quantifier les parts en question. Vous voyez que la marche représente une part bien plus faible, puisque les distances sont plus courtes, de 3%. L'objectif, c'est de passer à 5%. Et puis, si je prends un autre exemple, le vélo, qui est de 1%, c'est de passer à 5%. La subtilité avec ces ordres de grandeur de croissance, c'est qu'on parle de moyenne à l'échelle de la région wallonne. Et clairement, pour qu'on puisse atteindre ces moyennes en Wallonie, vous vous doutez bien qu'au fin fond des Ardennes, c'est déplacé avec euh, un tiers de modes de déplacement alternatifs à la voiture. On a des endroits où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de bus. Ici, vous avez le privilège à Mons d'avoir toute la panoplie des modes de déplacement. Eh bien, on sera moins bon au fin fond de ces forêts qu'on ne peut l'être dans une ville comme Mons. Donc, Mons a clairement des objectifs plus ambitieux que ça. On verra que le vélo, on parle plutôt de 15% pour la partie la plus centrale et 10%, par exemple, sur le borinage, sur les parties en première couronne, quand on est à moins de 10 kilomètres de la ville. C'est des chiffres qu'on peut clairement atteindre. Hein. On a des exemples très concrets de villes en France qui y arrivent. Et on ne parle même pas des exemples des villes du Nord, aux Pays-Bas, en Flandre, ou plus loin, style Copenhague, qui, elles, ont déjà pratiquement atteint les 40-50% de déplacement à vélo. Donc, on se fixe un objectif qui est raisonnable pour les 10 ans qui viennent, mais qui est clairement quelque chose qu'on peut attendre, comme on le voit dans les exemples en France. Madame Dejar l'a dit, on a une approche qui est un petit peu différente. La région wallonne a fait une autocritique des plans communaux de mobilité qu'elle menait depuis le milieu des années 90, au début des années 2010. Et cette autocritique a montré qu'on avait quelque chose de trop exhaustif qui finalement dispersait trop les moyens humains et les moyens financiers aussi, bien entendu, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ces plans de mobilité. Donc, elle a demandé aux autorités communales de se recentrer sur 10 mesures à haut impact que vous retrouvez ici. Donc, il y a eu des mesures de gouvernance, quels sont les moyens humains, financiers, quels sont les observatoires que la ville doit mettre en place pour piloter son plan de mobilité, avec du benchmarking, des données, des comparaisons avec d'autres villes similaires. Des notions de bureau des temps, c'est-à-dire qu'avant de se déplacer mieux, avec des modes de déplacement qui soient plus vertueux en termes d'environnement, par exemple, il faut se déplacer moins, ou en tout cas à des moments où on est moins concentré. Typiquement, ce qu'on voit aux abords des écoles en hyperpointe, lorsque les parents viennent déposer ou rechercher leurs enfants, ces hyper-concentrations de trafic, on a énormément de peine à trouver des solutions techniques pour pouvoir les assainir, pour réduire les problèmes de pollution que ça engendre, de bruit ou de sécurité routière. Et donc la question, c'est de voir comment est-ce qu'on peut écréter un peu, affiner ces hyperpointes en reportant ces usagers à d'autres moments de la journée pour ceux qui en ont la possibilité ou sur d'autres modes de déplacement. Donc il y a toute une réflexion liée à ceci qui se concrétise notamment par un plan de déplacement d'entreprise de la ville et de l'université qui ont voulu être exemplaires dans cette démarche, ainsi qu'une approche déjà de quelques établissements scolaires pour essayer de réduire à la source ces enjeux de mobilité. Et puis, dans un deuxième temps, on a focalisé sur certaines mesures. Vous ne voyez pas de mesures ici dédiées spécifiquement au transport en commun pour une raison toute simple, c'est que depuis 2-3 ans, la région wallonne s'est dotée d'une autorité organisatrice du transport, sous-entendu transport public, qui a pour vocation de restructurer, d'améliorer, de renforcer l'offre en transport en commun. Vous le voyez avec passablement de messages qui apparaissent ces dernières années en termes d'investissement, d'aménagement, de nouvelles lignes express,
Et donc, tout ça se fait à une échelle plus large que celle de la commune, puisque la plupart de ces lignes vont porter sur 2 ou 3 communes successives tout au long du corridor qu'elles desservent. Donc, ça s'est fait, par exemple, dans le cadre du schéma d'accessibilité du cœur du Hainaut, auquel Mons a été associé. C'est ce qui explique qu'on ne retrouve pas une piste spécifique à la desserte en transport en commun dans cette actualisation du plan de mobilité. Il n'y a pas eu non plus de piste spécifique piéton parce que là, via les vademecum, les formations disponibles, les bases de données que la région wallonne met à disposition des communes, la plupart du temps, les services techniques communaux et régionaux sont autonomes, peuvent mettre en œuvre des mesures, par exemple pour les personnes à mobilité réduite, qu'elles aient des soucis de vue, qu'elles aient des soucis physiques et des handicaps qui leur rendent plus difficile leur déplacement quotidien. Et donc, il y a toute une série d'outils qui sont menés en parallèle à une échelle beaucoup plus fine que ce que peut faire un plan communal de mobilité. Par contre, on a clairement focalisé sur le réseau cyclable. Aujourd'hui, avec l'événement du vélo assistance électrique, il y a un potentiel énorme qui se développe un peu partout en Europe. Et la ville voulait clairement profiter de cet engouement pour le vélo qui a été un peu accéléré avec le Covid. Certains ont retrouvé le plaisir de faire du vélo et donc comment est-ce qu'on peut accompagner cette dynamique et l'accélérer. Après, on a parlé de stationnement avec plusieurs mesures, des mesures volontaristes. On a encore, on le verra, trop de places illimitées dans le temps. Donc, vous pouvez garer 12, 14 heures d'affilée dans le centre-ville. Et ça pose beaucoup de difficultés pour l'accueil des clients des commerces, des visiteurs de la ville, le loisir, tourisme. Et donc, on le voit par comparaison avec d'autres villes, un besoin de changer cette politique, de maîtriser davantage qui vient se parquer à quel endroit, à quel moment. On pourra utiliser des technologies plus modernes en termes de digitalisation, de dématérialisation du stationnement. C'est des termes un petit peu techniques, mais typiquement les applications de paiement du stationnement sont des outils qui simplifient la vie de certains usagers. Ils ne sont pas accessibles à tout le monde, hein, donc on ne peut pas non plus abandonner les personnes peut-être plus âgées qui ne seraient pas à l'aise avec ces technologies, mais on peut clairement s'en servir pour faciliter la vie d'un certain nombre d'usagers. Un enjeu très clairement rencontré, que vous avez beaucoup subi en 2019 pendant les travaux assez conséquents qui ont eu lieu sur le réseau routier structurant. Et donc maintenant que ce réseau routier structurant a été remis à neuf, eh bien on va faire en sorte de ramener tout le trafic qui a pris des mauvaises habitudes en se faufilant à gauche à droite dans les quartiers. On verra par quel type de solution. Et puis on peut également mutualiser davantage les places de parking. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans l'exposé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des propositions, on voulait juste insister sur quelques thèmes. On a par exemple ici une carte qui identifie les points chauds. Vous voyez ceux qui sont colorés en rouge sur la carte, où on retrouve des enjeux assez importants d'accidentologie, soit des piétons, soit des cyclistes ou des automobilistes qui ont des accidents, soit avec des blessés graves, voire un peu plus rarement, heureusement, des décès. Et clairement, la région s'est fixée comme objectif de réduire de manière drastique les accidents mortels sur les routes wallonnes d'ici 2030, avec énormément de projets qui sont mis en œuvre ces dernières années par le service public de Wallonie pour assainir certains carrefours. Et donc, c'est clairement un objectif fort des plans communaux de mobilité. La question de l'environnement, qui a été beaucoup évoquée cet automne avec la COP26 à Glasgow, porte pas seulement sur la question de la pollution, celle qu'on respire, qui est latente dans l'air, mais également de la pollution sonore. Et vous voyez ici une carte qui montre bien le bruit généré par le ring. Vous retrouvez ici le ring quand on vient de Saint-Guilain, ou qu'on file vers le Reux ici, et puis vous retrouvez le R5 ici qui file vers le sud, sud-ouest de la ville de Mons avec le petit ring qui est ici, avec l'intramuros qui est ici. Et donc, le bruit est également un enjeu de plus en plus marqué dans les politiques de mobilité, notamment lié à la vitesse. Plus on roule vite, plus on génère de bruit automobile, et c'est un enjeu également d'assainissement. On a passablement analysé la question de la capacité du réseau, notamment avec des données, ce qu'on appelle du big data aujourd'hui, pour utiliser un terme un petit peu à la mode, basé sur les données de temps de parcours issus de GPS connectés. Vous connaissez sans doute TomTom. Ici, on a utilisé des données qui proviennent d'un autre fournisseur, qui s'appelle B-Mobile, qui est un fournisseur belge, et qui permettent, vous le voyez en rouge ou en orange, d'identifier des zones où il y a énormément de congestion. Ici, pour vous resituer, vous avez la gare qui est quelque part par ici, vous avez l'IKEA qui est quelque part par ici, vous avez les universités ici à l'est ou le campus ici au nord de
de la ville. Et donc, on voit bien sur l'entrée ici à l'est par la nationale de Nantes, avant d'arriver dans le secteur hospitalier, qu'on a effectivement une congestion assez marquée. Donc, on s'est servi de ces données pour bien analyser à différentes périodes représentatives, puisqu'on vous doutez bien que depuis début 2020, avec la Covid, c'est pas évident de faire des comptages ou des analyses. Donc là, on a pu aller rechercher des données plus historiques. Alors, on a dit avant de se déplacer de manière plus vertueuse en termes de mobilité, il faut essayer de se déplacer moins. Alors, je sais que le discours sur la Covid commence à saouler un petit peu tout le monde, mais ça reste un enjeu important, on le voit, hein, de réduire, on nous a souvent parlé de cette notion de réduire les courbes d'admission à l'hôpital, etc., avec toute une série de mesures. On va bien entendu pas être aussi drastique en termes de mesures dans le cadre d'un plan communal de mobilité, mais pour faire l'analogie, on peut essayer de réduire les hyperpointes, les pics de trafic qu'on a à l'heure de pointe du matin ou à l'heure de pointe du soir. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Très clairement, le télétravail qui a été à un moment donné obligé à un certain nombre de personnes, qui est redevenu une règle. Pour l'instant, vous avez 4 jours de télétravail obligatoire par semaine. Certaines personnes détestent ça, mais d'autres personnes y trouvent leur compte et on ne cherche pas clairement à avoir 50% de gens qui travaillent à la maison. Mais si on peut avoir 5-10% d'usagers qui gardent l'habitude de passer une partie de leur temps de travail à la maison et de ne pas se déplacer dans les hyperpointes, on a déjà atteint une partie de cette équation difficile de réduire les hyperpointes. On peut travailler avec des décalages des horaires. Ce qu'on a vu dans les exemples de gestion du temps, c'est que certaines écoles décalent les horaires des plus grands et des plus petits pour éviter de concentrer tous les élèves en même temps. Ça peut aussi se faire avec les services de l'administration régionale ou de l'administration communale, par exemple. Donc, toute une série de mesures qui visent à essayer de réduire ces hyperpointes. Ensuite, on va clairement réduire les parts de la voiture individuelle. Et pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur les vélos? Parce qu'on se rend compte qu'avec le vélo électrique, il s'est vendu l'année passée autant de vélos électriques que de vélos traditionnels. Donc, c'est vraiment une très, très forte croissance. Un vélo sur 2 vendu sur le marché belge est un vélo électrique. Et le vélo électrique permet de s'affranchir des pentes, permet pour des personnes qui sont peut-être moins sportives de facilement faire 8-10 km, on le voit dans les dernières statistiques, pour se rendre au travail le matin, mais également pour rentrer le soir chez eux, avec des coûts qui sont 10 à 15 fois inférieurs pour l'usager vis-à-vis de la voiture individuelle, mais qui sont aussi très, très bénéfiques pour l'administration. On sait qu'à côté des gains qu'on peut avoir, ça coûte moins cher d'entretenir des pistes cyclables que d'entretenir des routes. Ça a aussi des effets très positifs sur la santé des citoyens. Donc, c'est toute une série de cercles vertueux qui s'orientent autour du vélo sur lesquels on essaie de capitaliser. Et donc, comment faire en sorte de valoriser ces vélos, de soutenir bien entendu les transports en commun. J'en parlais tout à l'heure, ça se travaille à une échelle plus large, mais clairement, toutes les réflexions menées à cette échelle large sont imbriquées dans celle du PCM pour que ça se fasse en totale cohérence. Et puis, il faudra travailler un petit peu différemment certains espaces publics. Vous le voyez avec la ville qui travaille beaucoup la qualité des espaces publics dans le centre-ville, avec ce qu'on appelle aujourd'hui des espaces partagés ou des zones de rencontre où on essaie d'apaiser les vitesses, 30 à l'heure dans les quartiers périphériques. Et puis, quand on arrive au cœur de ville, 20 km/h, pour que si malheureusement on devait avoir un moment d'inattention qui fait qu'on en arrive à un accident avec un piéton ou un cycliste, eh bien, les conséquences sont les moins fâcheuses possibles en termes de santé pour le cycliste en question. Et donc, ça fait partie de ces démarches qu'on voit apparaître maintenant dans la plupart des villes similaires à Mons. Comment est-ce qu'on repartage davantage l'espace public pour que la voiture cède un petit peu de la place qu'elle s'est accaparée au fil des décennies précédentes. Alors, dans le cadre du plan d'action qui est mené, il y a par exemple des comparaisons qui ont été menées avec des villes françaises. L'idée d'avoir un ou une écheline dédiée à cette question de la gestion du temps avec un demi-équivalent temps plein recruté par l'administration communale, un budget à la clé en termes de communication, de concertation, de participation dans les différentes réflexions menées par la ville pour gérer ces questions de temporalité des déplacements. Pour aller de manière plus concrète, on l'a dit, la ville de Mons se voulait exemplaire en la matière. Elle a été chercher les universités du territoire pour les accompagner dans une démarche de type plan de déplacement d'entreprise avec des masses qui deviennent importantes. La ville de Mons, c'est un peu plus de 1000 employés dans le centre, sans compter le site de Glun où il y a encore 150 employés. Les universités, c'est des chiffres encore plus importants, surtout si on va intégrer les étudiants. Et donc aujourd'hui, on peut, grâce
à des analyses limitées sur le domicile. Hein. On est bien entendu dans le respect du règlement général sur la protection des données. Donc, vous voyez qu'on est sur des données ici, on a dézoomé, hein, le centre de Mons est ici, vous avez Saint-Guilain quelque part par là. On a dézoomé pour pas être trop précis à l'échelle de l'individu, mais comprendre à peu près où sont situés les domiciles des collaborateurs et de quelle manière ils pourraient se déplacer autrement pour venir rejoindre l'administration, que ce soit la ville, l'université ou pour des étudiants leur salle de cours, leurs amphis. Et donc, tout ça est mené en concertation avec les voies d'accès, transport collectif, vélo ou marche à pied ou voiture, par exemple. Et un plan de déplacement d'entreprise va porter sur beaucoup de mesures, des petites mesures qui, cumulées, vont permettre d'aller chercher des 10, 12, 15% de changement de mode de déplacement. Ça peut aller sur des meilleurs parkings vélos, où on est certain, si on gare son vélo à proximité de l'administration ou à proximité de la gare ou que sais-je, de le retrouver pleinement intact le soir, sans qu'il y ait un petit plaisantin qui ait dégonflé les pneus ou pire. De la location de vélo qui permet à un collaborateur qui vient en voiture, qui vient en train, pardon, à l'administration, de prendre un vélo pour se rendre à un déplacement qu'il doit faire à 3-4 km de là sans forcément avoir sa voiture personnelle à disposition. Ça peut être des services pour les personnes à mobilité réduite pour leur permettre d'accéder à ce genre de site, des plateformes où on peut passer d'un mode de déplacement à un autre, du partage de voitures. La région ou la ville peut mettre à disposition des voitures de ses collaborateurs pour qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur voiture pour se rendre au travail avant d'aller à une réunion, mais qu'ils empruntent celle qui est mutualisée, disponible sur le site. Donc, vous voyez toute une série de mesures potentielles qui peuvent paraître anecdotiques quand elles sont considérées individuellement, mais qui, clairement, quand on commence à les cumuler, on le voit dans des exemples concrets de ce type de plan de déplacement, on peut atteindre des 10, 12, 15% de changement de comportement dont je parlais tout à l'heure. La même réflexion est menée auprès des écoles, mais là, clairement, on n'a pas affaire à des adultes, donc les élèves ne sont pas forcément 100% autonomes, ils n'ont pas accès à une voiture, un permis de conduire, et donc on va plus focaliser sur la marche, sur les transports collectifs, sur le vélo. Et vous voyez ici, par rapport au centre de Mons, on a eu de nouveau des adresses, ce qu'on appelle brouillées au sens du règlement général de protection des données, c'est-à-dire qu'on reçoit l'adresse de l'élève et l'école, avant de modifier, de nous envoyer cette adresse, la modifie pour qu'on ne soit pas exactement un individu. On sait qu'il est dans tel ou tel quartier, mais on n'a pas plus de précision pour respecter l'individu. Mais ça nous permet déjà de comprendre si cet élève il est à portée de marche à pied, à portée de vélo, ou s'il est à proximité d'une ligne de bus structurante, dont on sait que les horaires de transport collectif et le temps de parcours pour se rendre à l'école seraient compatibles avec l'heure à laquelle il doit arriver en classe. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 70% des élèves qui disposent d'une alternative à la voiture individuelle crédible. Or, on sait également, par le biais des enquêtes que la région wallonne mène régulièrement dans les écoles, qu'en moyenne en Wallonie, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit 70% des élèves pourraient venir autrement qu'en voiture. En d'autres termes, il devrait rester 30% dans un monde idéal d'élèves qui n'ont pas trop d'autres choix et qui sont trop loin pour venir à pied ou en vélo ou hors des lignes de transport public. Eh bien, dans les faits, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt 60-70% d'élèves qui viennent en voiture. Et clairement, un des enjeux, c'est de réduire cette part très significative. Pas forcément uniquement par rapport sur d'autres modes. On peut très bien valoriser le covoiturage. Si les parents se débrouillent pour conduire les enfants alternativement et regrouper 3-4 enfants par voiture, ça peut être très bien également. Mais l'objectif, c'est de réduire la quantité de voitures qui s'approchent de ces écoles, en hyperpointe notamment. Une des solutions, on le voit ici, on a identifié 300 élèves potentiels en lien avec Sacré-Cœur et Saint-Stanislas qui pourraient utiliser des itinéraires cyclables qui sont déjà suffisamment sécurisés. Et l'idée, c'est de regrouper ces élèves, qu'ils aient une certaine masse critique, et on sait très bien que dans ces écoles, à cet âge-là, ils apprécient de se déplacer ensemble pour faire ce qu'on appelle des vélobus. Donc l'idée, ça serait une dizaine d'élèves à chaque fois qui se regroupent pour faire le trajet ensemble. Et donc, quand on commence à mettre des rangs à vélo comme ça, on peut toucher plus d'élèves, avoir plus d'impact. Et surtout, ça permet aux élèves de se soutenir et progressivement d'acquérir l'autonomie pour qu'après, ils puissent se déplacer en toute sécurité à vélo sans forcément avoir l'appui du groupe. Mais ça leur permet de, quelque part, monter en selle. On en a 130 autres à peu près qui pourraient
progressivement. C'est un peu prématuré de le faire aujourd'hui parce que clairement, les aménagements cyclables ne sont pas suffisants sur les itinéraires identifiés, mais pourquoi pas prévoir dans les priorités d'investissement, la région wallonne prévoit des budgets pour aider les villes et communes à mettre en œuvre des mesures sur les vélos, et bien là, ça nous permet de dire à la région, c'est peut-être intéressant d'aller chercher tel ou tel itinéraire parce que, regardez, on a du monde susceptible de venir dans les écoles à vélo. Et donc, ça permet quelque part à la commune de mieux dialoguer avec la région quand elle va demander des subsides. Le réseau, clairement, il y a toujours eu 3 excuses pour ne pas investir dans le vélo. La première, c'est la météo, mais tout à l'heure, je vous disais que dans les pays nordiques, on est à parfois 20-30% de déplacements à vélo, si pas 30, 40, 45, comme le fait Copenhague. Ils ne sont pas réputés pour avoir une météo exceptionnelle. Hein. Si leur météo était si sympathique que ça, ils ne feraient pas les transhumances qu'on connaît au mois de juillet lorsqu'ils vont chercher le soleil à la Côte d'Azur. Donc clairement, la météo, oublions cette excuse. La deuxième, c'est la question des pentes. Et clairement, Mons n'a pas une topographie énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec le vélo électrique, même ceux qui auraient quelques pentes pour se rendre sur leur lieu de travail, clairement peuvent s'en affranchir grâce au vélo assistance électrique. Donc, de nouveau, ce n'est pas vraiment une bonne excuse, entre guillemets. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a toujours eu cette histoire un petit peu de l'effet de la poule. Est-ce qu'on attend qu'il y ait des cyclistes pour faire des investissements en leur faveur, ou bien on essaie de faire des investissements et puis on attend de voir si les cyclistes vont apparaître? À cette question épineuse, aujourd'hui, la réponse est très claire. Toutes les villes qui ont investi dans des infrastructures cyclables sécurisées, ça veut dire des largeurs suffisantes, continues, il n'est pas question d'aménager 200 mètres et puis après on arrête et on laisse le cycliste se débrouiller parce qu'il y a un endroit un petit peu étroit où on n'arrive pas. Donc il faut vraiment qu'il puisse partir de son village, rejoindre le cœur de ville en toute sécurité. Eh bien, toutes les villes qui ont fait ce type d'investissement ont vu leur part du vélo s'accroître très significativement. Ce qui freine les cyclistes aujourd'hui, c'est clairement ces enjeux de sécurité routière dont on parlait en introduction. L'objectif est d'aménager un certain nombre d'itinéraires cyclables structurants, et la ville a d'ailleurs obtenu la nomination dans le cadre du projet Wallonie cyclable, la deuxième version de ce projet. Elle fait partie des villes lauréates, ce qui va lui permettre d'obtenir des budgets de la région wallonne pour concrétiser certains aménagements à court terme. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ces aménagements. Vous verrez qu'il y a certaines fiches qui ont été reprises qui montrent envers des pistes cyclables existantes, envers trétillées, comme on le retrouve ici sur la carte, des pistes cyclables qui sont projetées, elles sont déjà en guillemets dans les cartons. Et puis en orange, c'est où il y a des améliorations à prévoir pour pouvoir atteindre ces niveaux de sécurité qu'on cherche. Et sur ces réflexions, il y a parfois des pistes qui ont été établies avec notre partenaire I7, qui est un des 3 bureaux, j'ai oublié de le préciser, donc je vais profiter de rattraper ceci. Donc l'I7 qui s'est occupé notamment de tout ce qui est aménagement du territoire, où sont les habitants, où sont les emplois, où est-ce qu'ils vont travailler, et de l'aspect cyclable. Espace Mobilité qui a travaillé sur notamment des aménagements, sur des réflexions liées au bureau des temps, sur des réflexions liées au plan de déplacement d'entreprise. Et puis Transitech que je représente, qui a plus travaillé sur les aspects circulatoires et de stationnement. Alors, on y vient à ces questions de stationnement. C'est jamais aussi simple qu'il n'y a pas assez de places de parc. C'est ce qu'on entend dans toutes les villes, ça je peux vous l'assurer, ça fait 25 ans que je fais ce métier, il n'y a aucune ville qui nous dit « chez nous tout va bien, il n'y a aucun problème de stationnement ». Ça n'existe pas, c'est un leurre. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est il n'y a pas assez de places de parc pour qui? Et c'est là que ça change complètement le discours. Ici, on vous a représenté, ces petits graphes montrent entre la matinée et avant 6 heures du matin, enfin la nuit, en plein milieu de la nuit, jusqu'à 6 heures du matin, la matinée de 6 heures à midi, l'après-midi de midi à 18 heures, et puis la soirée de 18 heures à 22, 23 heures, et on revient systématiquement sur ce cycle. Eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de catégories d'usagers. Typiquement, si on commence par le bas, un after qui va prendre son train à Mons pour se rendre à Bruxelles ou à Namur, il va arriver très tôt, parfois même avant 6 heures. Il a beaucoup de trajets en train à faire, et puis peut-être arrivé à Bruxelles, il va devoir faire une correspondance avec un tramway ou un métro, et il va rentrer tard le soir pour rentrer chez lui.
ces usagers qui sont présents toute la journée, clairement, aujourd'hui, on se rend compte que le télétravail devient une alternative pour ce genre de déplacement. Donc, vraisemblablement, après que les travaux des pépussaires de la gare SNCB seront terminés, c'est vraisemblable qu'on n'en recréera plus de nouveaux et qu'on essaiera d'orienter ces usagers vers le télétravail ou pourquoi pas parking plus vélo plutôt que parking plus voiture pour venir chercher le train. Les déposes repris scolaires, on l'a évoqué tout à l'heure, on va essayer de réduire un petit peu l'ampleur. Le visiteur nocturne, quelqu'un qui vient prendre un café le soir, qui vient, bon, vous me direz c'est compliqué pour l'instant avec la Covid, mais on y reviendra quand même, qui vient au théâtre, qui vient dans toutes les activités culturelles ou horeca qu'un centre-ville peut offrir, il va être un petit peu décalé par rapport aux emplois ou à l'after par exemple, mais clairement, il sera présent en soirée au même moment que les habitants qui rentrent chez eux vaquer à leurs occupations. Et donc, il peut y avoir dans certains quartiers des conflits entre les habitants et les visiteurs d'un café, d'une terrasse ou que sais-je. En journée, c'est clairement là qu'on a le plus de soucis, puisqu'on va avoir, on l'a dit, les nafters, on va avoir une partie des habitants, tout le monde ne bouge pas, on a aujourd'hui à peu près un adulte sur deux qui ne travaille pas ou qui travaille à temps partiel, et donc qui va être présent une partie de la journée, et on va à ces usagers résidents cumuler des clients, par exemple des commerces, ou des employés. Et très clairement, toutes les villes sont soumises à cette contrainte de dire qui est-ce qu'on privilégie. On ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. Aucune ville n'y parvient. Donc, il faut faire des choix. Et les choix qu'on préconise dans le cadre du plan de mobilité, c'est de redynamiser les commerces, clairement avec tout ce que les commerçants ont subi ces 2 dernières années avec la Covid. Eh bien, il faut garantir des places libres pour des achats de courte et de moyenne durée. Courte durée, c'est une demi-heure, 1 heure. Moyenne durée, ça va être 2, 3 heures. Donc, il faut libérer de la place pour ce type de fonction pour redynamiser le cœur de ville. Le nafter qui vient se garer le matin, qui reste toute la journée et qui repart le soir, c'est clairement la cible des chiffres dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la région wallonne, du principe stop dont nous parlait Madame Dejar, où on vise d'abord à les inciter à se déplacer à pied, à vélo, en transport collectif, avant, pour ceux qui n'ont hélas pas d'autre choix, que de continuer à se déplacer en voiture. Donc clairement, vous voyez ici qu'il y a un arbitrage qu'on préconise de privilégier les clients des commerces et de réduire les commerçants qui viennent aussi parfois se garer devant leur commerce. Eh bien, ces usagers de longue durée, on va demander de faire un effort, d'aller se garer un petit peu plus loin. S'ils viennent se garer 8, 9, 10 heures d'affilée au centre-ville et qu'ils doivent faire l'effort d'aller se garer un peu plus loin et de prendre un bus ou de venir à pied, mais en ayant marché 500-800 mètres, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient chercher son journal ou son croissant, qui vient pour quart d'heure faire un achat très rapide. Si à lui, on lui demande de faire le même temps pour aller se garer, passer quart d'heure à faire son achat et remettre quart d'heure pour rejoindre sa voiture, clairement, ça sera dissuasif. Donc, la priorité, c'est de réduire les usagers de longue durée. Et puis, il faut aussi se poser la question de réduire un peu le nombre de voitures de résidents, d'habitants qui sont dans l'espace public. Dans les villes comme Mons, avec la croissance des alternatives à la voiture, à un moment donné, certains d'entre vous vont peut-être se dire, est-ce que je rachète vraiment cette deuxième voiture? Elle m'empoisonne, je ne sais jamais où la garer, c'est toujours compliqué. Parfois, je l'ai garée le soir, 2 jours plus tard, j'en ai besoin, je ne me rappelle plus trop bien où je l'avais mise. Et donc, si on peut réduire une partie, de nouveau, on parle de quelques pourcents, de ces véhicules d'habitants dans le centre-ville, ce serait également quelque chose de gagné pour élargir des trottoirs, mettre de l'arborisation, pour mettre des parkings vélos ou que sais-je. Donc, on voit déjà ici des priorités. Ce n'est pas si simple que de dire il n'y a pas assez de place. Il faut se poser la question pour qui. Ce qu'on voit également, on a acheté des données auprès d'un opérateur téléphonique, vous connaissez tous Proximus, qui représente à peu près 40% des téléphones portables en Wallonie. Et donc, Proximus agrège ces données. De nouveau, on veille toujours à faire attention à ces questions de protection des données. Il les agrège, mais il nous permet d'avoir à l'échelle d'un grand territoire comme l'intramuros ou les Grands Prés, à quelle heure tous ces smartphones arrivent. Et vous voyez ici la courbe de rentrée heure par heure, et on voit que quand les commerces ouvrent à 9 heures, eh bien, vous avez déjà 85% des gens qui sont présents. En d'autres termes, les parkings sont quasi pleins lorsque les commerces ouvrent. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de centres-villes. Il faut maîtriser cette affluence, on voit très fort de l'after qui arrive entre 7h et 8h, 8h30, et qui viennent sursaturer le centre-ville. Alors, la première priorité, c'est de gérer les abords de la gare,
les abords de l'université, les abords du CH, les abords de la gare. Pourquoi? On l'a dit, il y a les projets de parking d'échange. Donc, faisons en sorte que les nafteurs aillent se garer dans ces parkings d'échange plutôt que dans toutes les ruelles alentours, aux abords de la gare, empêchant ainsi des clients du centre-ville de venir se garer. Et on voit que cette gare, si on va regarder à 750 mètres autour de la gare, qui est l'aire d'influence directe, eh bien, on couvre déjà une bonne partie de l'intramuros. L'UMONS, parce qu'on l'a dit, il y a une volonté claire de l'université de réduire son bilan carbone, de réduire la part des usagers qui viennent en voiture à l'université. Et le CHU, parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de sites hospitaliers, on commence à avoir un exemple très concret, le CHU de Liège, au Sarthe-Léman, a montré par des enquêtes que 20 à 25% des consultations étaient annulées en dernière minute parce que les patients arrivaient, tournaient dans le quartier désespérément en essayant de trouver une place de parc, n'y parvenaient pas et devaient annuler leur rendez-vous. Quand on sait que parfois, pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, on peut avoir à attendre plusieurs mois, c'est un peu frustrant. Et donc, très clairement, garantir l'accès aux soins, c'est un critère clé aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'avoir un parking, un hôpital qui n'a aucune place de parking disponible pour accueillir ses patients et visiteurs. Et donc, c'est typiquement un secteur clé. Donc, voilà 3 exemples concrets. On pourrait en citer bien d'autres. On l'a dit, la ville cherche aussi à réduire sa part de déplacement, donc on va aussi maîtriser. Mais la plupart des sites actuels autour des services administratifs communaux sont déjà dans des zones réglementées. L'autre enjeu sur la politique de stationnement, c'est de simplifier le nombre et le type de zones. Il y a des zones limitées à 3 heures, des zones limitées à 2 heures, des zones gratuites sans limitation de temps, des zones bleues, des places réservées, notamment pour les personnes à mobilité réduite, des achats minutes réservés aux achats de moins de 30 minutes, du parking limité à 1 heure, des places riverains, et donc tout ce melting pot de mesures complexifie beaucoup la lisibilité pour les usagers. Et donc, clairement, un des objectifs, c'est de simplifier. On préconise de ne pas garder les places riverains. Alors, je me doute bien que certains riverains vont trouver un petit peu compliqué cette approche-là, mais très clairement aujourd'hui, avec des cartes réservées aux riverains dans des zones dans lesquelles on garantit qu'on maîtrise le nombre d'usagers de très longue durée qui viennent s'y garer, par exemple des nafteurs de la gare SNCB ou des employés de l'administration communale, que sais-je, eh bien, on peut garantir que les riverains ont davantage de places libres grâce à leur carte riverain qui leur permet de déroger à ces limitations de durée. Donc, c'est très clairement des solutions, on le voit dans beaucoup d'exemples de villes, qui fonctionnent mieux plutôt que de réserver des places aux riverains. Et si le riverain va qu'à ses occupations, parce qu'à un moment donné, il doit aller en visite chez un ami ou au travail ou que sais-je, eh bien, la place qu'il libère ne peut pas être utilisée par d'autres usagers. Donc, on voit bien qu'ici, cette solution-là, elle est intéressante que pour les riverains, mais elle ne permet pas d'accueillir d'autres fonctions dans la ville. Et donc, ce n'est pas forcément une solution très intéressante pour une ville. Augmenter les places achat minutes. On l'a vu, il y a eu un plébiscite, notamment dans les enquêtes auprès des usagers et des commerçants, des places limitées à 30 minutes pour certains achats. Clairement, ce n'est pas utile pour tous les types d'achats, mais pour aller chercher de l'argent à la banque, relever ses comptes, à la pharmacie, en boulangerie, en boucherie, de libraire ou que sais-je, eh bien, tous ces achats de courtes minutes, c'est très intéressant d'avoir ce type de capteur. On vous a montré ici quelques exemples de villes et on voit que la plupart des villes en Flandre augmentent très fortement leur nombre de capteurs. Donc, l'idée étant pour Mons de passer de 110 à peu près 200 dans un premier temps, vraisemblablement plutôt 300 à terme, mais la ville pourrait se lancer dans une deuxième phase avec une extension d'une centaine de places. Il y a déjà eu d'ailleurs des ateliers spécifiques avec les commerçants pour essayer d'identifier où on pourrait mettre ces nouveaux capteurs, pour, de nouveau, encore une fois, pour dynamiser le centre-ville. Là, on a schématisé très fort l'intramuros, mais l'idée étant que les petits points verts que vous retrouvez dans les 2 variantes, celle du haut et celle du bas, c'est ces fameuses places 110 minutes, ces fameuses 110 places achat à 30 minutes qu'on propose d'augmenter à 200 emplacements. Autour de ces achats 30 minutes, l'idée est de se dire qu'il faut limiter à 2-3 heures. Pourquoi je dis 2-3 heures? Il y a 2 scénarios. Le scénario le plus simple, qui s'inspire notamment d'exemples de Verviers, qui a limité très fortement le nombre de zones et donc de types de réglementation. On aurait des places 30 minutes, des places limitées à 3 heures dans le cœur commerçant, et puis de la zone bleue autour. Ici, on se dit qu'il y a peut-être une variante qui peut peut-être être une deuxième étape. C'est
probablement aussi ce qui va se passer, c'est de se dire démarrons avec ceci, et si on se rend compte avec ceci qu'on ne libère pas assez de place pour des achats de 1h30, 2 heures, eh bien peut-être que ça vaut la peine de remettre dans le cœur un certain nombre de places qui seraient limitées un petit peu plus court que les 3 heures, qui seraient limitées à 2 heures. Donc c'est un peu ces deux scénarios qu'on vous soumet en enquête publique, de se dire est-ce qu'on opte pour un scénario un petit peu plus simple mais qui va moins dynamiser les commerces? Est-ce qu'on va tout de suite à quelque chose de très volontariste? Ou bien est-ce qu'on trouve quelque chose d'un petit peu hybride? On commence par le scénario B, et puis dans 2-3 ans, si vous vous rendez compte que ça ne suffit pas, ou 4-5 ans, vous pourriez opter pour ce scénario un peu plus volontariste. Ça vous montre qu'on a aussi des possibilités de travailler par étapes, graduellement dans le temps. La mutualisation des parkings, clairement, ce qu'on se rend compte, pour donner un exemple très emblématique qui est celui de l'IKEA, un IKEA va faire 40 à 50% du chiffre d'affaires hebdomadaire, donc l'argent qu'il encaisse sur une semaine, sur la seule journée du samedi. Ça veut dire que sur les 5 jours ouvrables du lundi au vendredi, il va faire le reste des 50%. En d'autres termes, 10% de fréquentation en moyenne de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, vous vous doutez bien que si le samedi, il y a 50% des clients et que les autres jours de la semaine, il y a 10% des clients, il y a 4 à 5 fois trop de places de parc pour l'IKEA en jour ouvrable, en heure de bureau. Son parking est dimensionné pour la pointe du samedi. En semaine, il peut accueillir d'autres usagers que ses clients. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville et la région ont obtenu des accords de la part de certains de ces promoteurs. Je citais l'exemple d'IKEA parce que notamment c'est un des promoteurs qui a accepté ces accords pour qu'on puisse utiliser ces places de parking pendant la semaine pour les heures de bureau. Et donc vous voyez la logique qu'on évoquait tout à l'heure de dire dans un intramuros, jamais vous aurez assez de place pour satisfaire tout le monde. Il faut faire des choix. Pour les choix, on préconise de retirer une partie des usagers de longue durée qui vont stationner 8, 9, 10 heures d'affilée dans le centre-ville. Et vous avez une chance inouïe à Mons, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aménager des grands parkings pour répondre à ce transfert d'usagers. Ces parkings, ils existent. On voit bien sur la photo ici, ils existent autour d'Imagix, autour du Brico, autour du Retail Park, autour du Carrefour, autour d'IKEA. Et donc, allons chercher ces places de parking disponibles en heure de bureau en semaine, et puis relions-les à la ville par la future passerelle de la gare SNCB, par des liaisons bus dont on vous parlera un petit peu plus loin. Un des enjeux qu'on constate et qui s'accroît assez fortement avec les GPS connectés depuis 2-3 ans, c'est la question du transit. Aujourd'hui, des Google, des Waze, des Apple Plan, des Coyote, toutes ces applications qui permettent aux usagers de trouver des itinéraires, elles leur permettent individuellement parfois de gagner du temps, mais ce qu'on se rend compte malheureusement, c'est que quand on atteint une certaine masse critique et que beaucoup d'usagers s'en servent, eh bien au bout d'un moment, ils ont tendance à se dévier des grands axes pour emprunter des petites routes pas forcément adaptées, pour essayer de rejoindre au plus court chemin possible, notamment plus court en termes de temps, leur destination. Et donc, on constate 4 types d'enjeux ici à Mons. La traversée de Glun n'est pas trop problématique sur la nationale 50. Pourquoi? Parce que la route de Wallonie qui longe le canal joue assez bien son rôle par rapport aux zones d'activité principales, notamment d'activité industrielle qu'on peut avoir en bordure de canal. Donc, Glun, au niveau des analyses qu'on a pu mener, notamment avec ces données de GPS connectées dont je vous parlais tout à l'heure, on ne pressent pas trop de gros problèmes de transit. Il peut y en avoir, mais c'est moins marqué que sur les autres quartiers. Je mappe, il y a très clairement du transit, et aujourd'hui du transit qui essaye de bypasser des fils sur l'autoroute ou sur la liaison vers le bourrinage, mais l'étude a déjà été menée puisque sur l'axe de la N51, la région wallonne, avec l'appui de l'Union européenne, va aménager ce qu'on appelle un BHNS. Alors, c'est un acronyme qui signifie bus à haut niveau de service. Pour faire simple, vous prenez un tramway, vous retirez les roues en fer, vous mettez des pneus, et l'économie qu'on peut faire entre un tramway et un BHNS en ne plaçant pas tout l'appareillage de voies, les rails, les aiguillages, etc., mine de rien, c'est 8 millions d'économies par kilomètre de tramway. Quand on fait du BHNS, on économise à peu près un tiers du coût d'investissement vis-à-vis d'un train. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite avec des projets beaucoup moins compliqués de durée de travaux et de coûts d'investissement et qui sont pleinement adaptés à la taille, à la densité de population qu'on a à Mons et dans le bourrinage. Donc, ce bus en niveau de service va venir sur la N51 et dans les études de ce bus en niveau de service, la question du transit a déjà été traitée. Donc, on l'a écarté ici à l'échelle du plan communal de mobilité.
Après, ce qu'on voit, c'est que vous avez des nationales à Nantes. Si on prend typiquement l'exemple de la N6, pour se rendre rue des Barbelés, où on a toute une série d'écoles disponibles, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que si on fait le tour par le ring pour revenir par l'avenue de l'Université et le pont au nord de la gare SNCB, le temps de parcours va systématiquement être plus long en entrée vers les écoles que de transiter via Nîmes par la Nationale 6 pour se rendre dans les écoles. Ce n'est pas le cas en sortie. En sortie, vous êtes très rapidement sur le boulevard avec ces 2 ou 3 voies à sens unique. On est dans le bon sens de circulation du boulevard à sens unique. Donc sortir, ça se fait très vite. C'est rentrer qui pose problème. Et la rentrée se fait en transitant à travers Nîmes. Mais ça veut dire aussi que les riverains qui sont ici subissent le bruit et la pollution de ce transit. Les cyclistes qui sont apportés, on l'a vu tout à l'heure au niveau accès aux écoles, accès à l'université, ne sont pas du tout en sécurité parce qu'il y a trop de trafic. Donc, clairement, un objectif, c'est d'apaiser le transit sur cette N6 et de ramener le trafic sur l'avenue de l'université. Ça veut dire qu'il faut clairement assainir le secteur des écoles pour qu'on n'ait plus les embouteillages qu'on a aujourd'hui. Mais c'est clairement des mesures qui sont liées. Et on retrouve le même type d'exemple en venant du R5. Eh bien, je coupe au plus court par Ciply pour rejoindre le cœur, ou en venant de l'axial Borène, ben, je vais continuer tout droit plutôt que d'emprunter un bout de R5 pour revenir par la N51. Et à chaque fois, on va traverser des zones d'habitat ou des quartiers. Donc, ces grands axes rouges, la région doit s'y attaquer. Ça ne peut pas se faire exclusivement à l'échelle d'un plan communal de mobilité parce que ces axes véhiculent des grands itinéraires de bus, des grands itinéraires cyclables, ça soulève plein de questions de desserte des quartiers qu'ils irriguent, et donc c'est des études en soi à chaque fois. Donc ça, c'est ce qu'on préconise de faire. Par contre, on peut analyser ce qui se passe dans les tâches qui sont bon ici, où on a du transit qui va se reporter en cascade dans des quartiers résidentiels. Et donc, en synthèse, l'idée, c'est que la région mène 3 études d'axes pour voir comment elle peut améliorer l'accès, par exemple, des véhicules de secours ici sur des accès hospitaliers, des bus, des vélos, protéger les riverains du transit, tout en gardant une fonction assez importante d'irrigation des activités des entreprises ou des voiries qui sont desservies par ces axes régionaux. Et dans le cadre des réunions de quartier, il y a eu un panel citoyen qui a été mené cet automne avec 2 réunions spécifiques qui ont été menées avec des comités de quartier, des représentants des habitants qui avaient postulé pour une candidature pour ces panels citoyens, qui ont pu travailler sur ces quartiers pour voir quelles étaient les mesures permettant de réduire le transit à travers ces quartiers. Une solution assez simple qui nous vient de nos voisins du Nord, notamment des Pays-Bas, qui a été adoptée ces dernières années par la Flandre, c'est d'utiliser des caméras qui lisent automatiquement les plaques. Vous le voyez assez régulièrement dans des péages autoroutiers, par exemple. Ces caméras aujourd'hui sont capables de lire les véhicules, la plaque, et de voir si la plaque est associée à un abonnement, par exemple, et de laisser l'abonné passer sans devoir s'arrêter au péage. Eh bien, ici, l'idée, c'est d'utiliser cette technologie qui lit la plaque pour pouvoir voir à quel moment l'usager est rentré dans le quartier. Si la rue est mise en circulation locale, donc réservée aux fonctions de desserte locale des riverains, et que l'usager passe à travers toute cette rue et sort en un temps record à l'autre bout sans s'être arrêté, c'est que manifestement, il a transité par là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Flandre, cette solution fait clairement ses preuves. Il y a eu beaucoup d'études pilotes menées dans les années 2018-2019 et qui aujourd'hui sont opérationnalisées, deviennent des outils gérés au quotidien par l'administration communale pour protéger ces quartiers du transit. Des réflexions similaires sont en cours maintenant en Wallonie. On les a initiées notamment avec les cabinets des ministres concernés dans le cadre du plan communal de mobilité de Mons, et les réunions auront lieu vraisemblablement au mois de janvier pour trouver des solutions administratives pour transposer cette approche, pour pouvoir davantage protéger les quartiers résidentiels de ces phénomènes de transit. Et puis enfin, pour terminer sur une musique un petit peu plus d'avenir, on ne va pas trop rentrer dans le détail concret de mise en œuvre de cette solution, parce qu'ici, on identifie un potentiel qui va nécessiter des études ultérieures de la part de la région wallonne. Mais ce qu'on voit, je vous disais tout à l'heure, beaucoup de grands parkings, des grands prix Ikea, Imagix, Brico, etc. à l'ouest, très facile d'accès par 2 échangeurs autoroutiers. L'idée, ça serait de relier ces fortes capacités de parking disponibles pendant les heures de bureau en semaine par une navette de bus structurante. Alors, on a esquissé ici un itinéraire, hein, c'est clairement pas forcément ça qui va se faire à terme, mais des études qui vont
pouvoir l'affiner, notamment auprès des techs qui vont pouvoir étudier tout ça, pour aller chercher le site de la FOCAM. Et entre la FOCAM et ces parkings, eh bien, on dessert un panel de gros pôles générateurs hospitaliers, le CHU Ambroise Paré, le stade, l'université, le campus. Et donc, on voit bien que ça a du sens d'avoir une navette de bus structurante urbaine qui dessert ces périmètres en lien avec ces parkings. Puis, vous retrouvez en filigrane vert clair la question d'associer à cet itinéraire structurant les itinéraires cyclables. Tout à l'heure, on vous montrait qu'il y a tout un potentiel d'élèves susceptibles d'aller dans les écoles ici du centre à vélo, où on vous montrait un exemple sur la Nantes, ici à l'est, d'un axe qui était assez rouge dans les statistiques de sécurité routière. Donc, on doit le sécuriser pour que les cyclistes trouvent un intérêt à l'emprunter. Et donc, vous retrouvez ces deux itinéraires à l'est qui pourraient suivre cet aménagement de ce qu'on a appelé l'arc multimodal nord de Mons. Et donc, je terminerai sur cet exemple d'une piste de réflexion à plus long terme. Madame Dejar l'a dit, hein, le PCM cherche à trouver des solutions à court moyen terme. Ici, on est sur du moyen long terme. Il faut aussi pouvoir de temps en temps relever un petit peu le nez puis se dire, mais qu'est-ce qu'on fera dans 5-6 ans quand on aura mis en œuvre les mesures préconisées au niveau des V. Voilà.